Alors merci de votre attention. Tout de suite, nous avons le plaisir en fait d'accueillir Madame Catherine Thévenot qui vient de l'Université de Lausanne. Alors Madame Thévenot est professeure de psychologie du développement cognitif à l'Université de Lausanne en Suisse depuis 2015. Elle est spécialisée dans le développement des apprentissages scolaires, principalement dans le domaine des acquisitions des compétences numériques. Elle dirige le laboratoire Candy dans lequel sont menées des études comportementales et d'enregistrement afin d'étudier les processus à l'œuvre chez les enfants et les adultes lors de la résolution de problèmes mathématiques. Merci encore d'avoir répondu présent à cet événement et la parole est à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien là avec les micros? C'est OK pour vous? Super. C'est moi qui vous remercie en fait pour l'invitation. Natacha, merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais essayer de faire bien la transition avec ce que Natacha vous a raconté là, parce que effectivement, ce que j'aimerais, quand vous allez partir aujourd'hui, soit après ma conférence, soit après la journée, que vous compreniez bien que, en effet, en tout cas, c'est mon point de vue, nos connaissances sur le développement cognitif des enfants, elles devraient, en partie, pas toutes, mais certaines, avoir une vraie influence sur la manière dont les méthodes d'apprentissage sont conçues. Et c'est précisément ce que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui. Même si je peux aller plus loin que ça, on va même parler de théorie, on ne va pas avoir peur, parce qu'on peut formuler les choses un tout petit peu autrement. Effectivement, on peut tout à fait adopter une théorie cognitive. Vous allez voir qu'en fait, il en existe plusieurs. C'est des débats dans la littérature. Je vais vous en présenter quelques-uns. Et en fonction de la théorie qu'on va adopter, on va alors, en tout cas c'est comme ça que ça devrait se passer, avoir un vrai rôle sur la façon dont les pédagogues devraient façonner la manière dont ils conçoivent les apprentissages. D'accord ? Donc je vais effectivement vous montrer en quoi j'espère que lorsqu'on fait du développement cognitif, on devrait avoir un rôle sur la manière dont les apprentissages sont conçus à l'école. Et c'est en l'occurrence ce qu'on essaye de faire dans mon labo. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, vous avez compris, je travaille plutôt sur les acquisitions numériques. Donc je vais faire une illustration dans le domaine des acquisitions numériques parce que c'est le plus simple pour moi. Cependant, j'espère que vous allez pouvoir voir que mon message, ce n'est pas simplement sur les acquisitions numériques, mais encore une fois, vraiment sur l'idée que les connaissances en psychologie cognitive et en psychologie du développement cognitif, elles sont cruciales pour la mise en place d'apprentissage et la compréhension de l'enfant dans un contexte même de classe. Effectivement, je vous parle des acquisitions numériques, mais Natacha l'a montré tout à l'heure assez rapidement. En fait, j'aurais pu choisir un autre domaine. Donc là, on vient de sortir un bouquin, je crois qu'il est sorti cette année-là, avec Ludovic Ferrand et Bernard Letté. Justement, ça s'appelle, vous voyez, psychologie cognitive des apprentissages scolaires. Donc l'idée, c'est bel et bien ça, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment faire des connaissances qui sont au départ un peu théoriques en psychologie cognitive, et comment est-ce qu'on peut les adapter dans les classes. Et donc on va dans ce bouquin-là, adresser tout un tas de questions, bien entendu tout un chapitre sur les acquisitions numériques, puisque je coordonne le numéro, enfin en tout cas le bouquin, mais aussi des questions telles que, c'est pas des questions qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer la diversité et la richesse de cette discipline dans le domaine de l'apprentissage. Est-ce qu'on peut apprendre avec des images ? En fait, on aurait tendance à dire oui, mais ça dépend des images, d'accord ? Vous lirez le bouquin, vous verrez, mais c'est pas aussi simple que ça, d'accord ? Est-ce qu'on peut apprendre sans intention d'apprendre ? Est-ce que c'est possible ? La réponse, c'est oui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut apprendre en dormant ? Ça, c'est une grande question aussi. Pour savoir, il faut lire le bouquin. Alors bon, mauvaise nouvelle... On ne peut pas apprendre en dormant vraiment, mais on peut faire plein de trucs en dormant. On peut consolider les connaissances, justement, tu en parlais, Natacha, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut apprendre à rester attentif ? Tu l'évoquais aussi. Est-ce que ça, c'est possible ? Voilà, donc toutes ces questions-là, je pense vraiment que c'est le domaine de la psychologie cognitive et du développement cognitif qui vont permettre d'éclairer ces questions-là et d'avoir les réponses. Et encore une fois, d'appliquer ces réponses-là dans les classes. Alors, moi, je vous parle des acquisitions numériques. Donc, on va commencer par des acquisitions numériques vraiment de base. Donc, je vais vous parler du système d'approximation numérique. On appelle ça l'ANS. C'est un grand mot, en fait, pour qualifier quelque chose d'assez simple. Et en général, pour bien comprendre sur quoi on travaille, je vous mets en situation. Donc, je vais vous mettre là en situation. Je vais vous montrer 2 collections de points. Et vous allez devoir décider vraiment le plus rapidement possible s'il y a plus de points à gauche ou à droite sur l'écran. D'accord ? Mais vraiment le plus rapidement possible. Vous êtes prêts ? Et là, vous dites gauche et droite très fort, voilà, rapidement. Bravo, super. Là, vous venez d'utiliser votre ANS, votre système d'approximation numérique. Pourquoi c'est de l'approximation ?
parce que vous avez vu que vous n'avez pas eu besoin de compter tous les points pour arriver à cette conclusion-là. Hein. Donc vous avez perçu, hein, et donc c'est vraiment lié avec le système perceptif, vous avez perçu qu'il y avait effectivement plus de points à gauche qu'à droite dans cet exemple-là. Ce système d'approximation numérique, on dit qu'il va traiter de représentations qu'on appelle non symboliques. Ce n'est pas des symboles. Hein. Les symboles, c'est les chiffres arabes, ou j'en parlerai tout à l'heure, ou les mots, d'accord, les mots nombres, ça c'est du symbolique. Là, ce n'est pas du tout du symbolique, donc on dit non symbolique, et on dit aussi représentation analogique. Je prends cette précaution de vocabulaire au départ parce que souvent je vais utiliser non symbolique ou analogique, c'est exactement la même chose, d'accord? Pour pas que vous disiez de quoi elle parle d'un coup. Des fois je dis analogique, des fois je dis non symbolique, c'est exactement la même chose. Alors, ce système non symbolique, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il a un rapport avec justement les acquisitions des enfants en classe ensuite ou plus tard dans la vie quotidienne, parce que les mathématiques, on les utilise en classe, mais aussi, bien entendu, c'est assez utile dans la vie. Ce qu'on sait, c'est que ce type de capacité-là, même les bébés, et même les salamandres, en fait, hein, donc les animaux les plus primaires possibles, sont capables d'utiliser un système tel que celui-ci pour déterminer où est-ce qu'il y a le plus de points dans deux collections. Bien sûr, les bébés, ils sont un peu limités dans leurs compétences, hein, vous avez remarqué, et les bébés de 6 mois, ce qu'on sait aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des paradigmes, mais vous pouvez me poser des questions par rapport à ça, hein, comment on sait ça. Hein. Bien sûr, on ne peut pas demander aux bébés de 6 mois, donc on a des techniques pour déterminer tout ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'interrompre d'ailleurs à n'importe quel moment pour me poser des questions, d'accord ? On peut être flexible là-dessus. Donc ce qu'on sait, c'est que les bébés de 6 mois, ils vont distinguer des numérosités dans un rapport de 1-3. Donc un bébé de 6 mois, il voit que là, 3 points, il y en a plus que 1 point. D'accord ? C'est le rapport 1-3, c'est pas seulement 1 versus 3. Donc c'est vraiment, ici, il peut aussi. Parce que là, c'est 4 versus 12, donc on est toujours dans un rapport de 1-3. Mais il est limité quand même, ce bébé, d'accord ? Il ne va pas pouvoir voir des différences de quantité dans un rapport qui serait plus serré que celui-ci. En fait, ça, c'est très très bien décrit dans la littérature, répliqué des multitudes de fois. Effectivement, on sait que les capacités comme ça de discrimination non symbolique, elles vont augmenter avec l'âge. Et voilà, en fait, on a cette description-là. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On dit à la naissance, hein, 6 mois à la naissance, les enfants vont pouvoir déterminer, ou en tout cas différencier deux collections dans un rapport de 1-3. Mais vous voyez que plus l'enfant va grandir et plus il va être précis dans cette comparaison-là. D'accord ? Et donc vous voyez, 1-2 à 9 mois, ça va assez vite, ça se développe vite, 2-3 à 3 ans, etc., jusqu'à arriver à l'âge adulte en moyenne. Dans un rapport de 9-10, vous êtes capable de faire de la discrimination. Donc on va voir si vous êtes dans la moyenne ou pas dans la moyenne. Donc on va recommencer en fait. Donc là, on va avoir plus de points que tout à l'heure, maintenant que vous avez compris le principe. Et vous faites comme tout à l'heure, c'est-à-dire que le plus rapidement possible, vous me dites si c'est à droite ou à gauche qu'il y a le plus de points. Vous êtes prêts ? Tiens, il y a moins, c'est plus difficile hein, déjà. Hein. C'est à droite, d'accord ? Donc voilà, normalement, bien sûr, hein, quand on mesure ça, c'est dans des conditions de laboratoire, c'est extrêmement précis, les collections de points n'apparaissent parfois que quelques secondes, d'accord ? Donc là, on n'est pas du tout dans les conditions du direct, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut utiliser et quelles capacités vous pouvez avoir. Là où je veux en venir, c'est que ces capacités-là, vous avez vu, bon, elles sont assez basiques, hein, je vous ai dit, la salamandre, même si elle ne fait pas du 9-10, en tout cas, elle fait du 1-3, c'est assez basique, et pour autant, il y a un rapport entre ça et les capacités en mathématiques et en arithmétique. En effet, mais après on va le discuter, d'accord, hein, justement, vous allez voir, c'est une position théorique. Ce qu'on a montré en 2008, enfin pas dans mon labo, hein, c'est des équipes américaines, ils ont montré que des adolescents de 14 ans, chez des adolescents de 14 ans, ces capacités de discrimination-là, exactement la tâche que vous venez de faire, elles corrèlent avec les scores en mathématiques obtenus lors des années scolaires précédentes. C'est assez troublant, d'accord ? Bon, les précautions sont prises. Hein. Il y a vraiment un rapport entre les deux. Donc ça voudrait dire qu'il y a vraiment un rapport entre ces capacités-là, qui sont complètement basiques, et des capacités qui sont cette fois-ci mathématiques, donc symboliques. Souvent, quand on dit mathématiques, ici on dit arithmétique. Hein. C'est surtout sur des capacités de calcul. Mais c'est assez troublant. Il y a un autre résultat aussi assez troublant qui va montrer un rapport entre cette capacité de l'ANS et les capacités mathématiques. C'est dans les résultats de l'équipe de Stanislas Dehaene. Je vous montre ça. Ici, on est chez des enfants dyscalculiques. Donc, on va avoir des enfants dyscalculiques qui sont âgés de 8 à 12 ans, des enfants contrôle exactement du même âge, des enfants plus jeunes, sans dyscalculie, et puis des adultes.
et on va mesurer précisément justement leur acuité de discrimination de collection. Dans des tâches telles que celle-ci, mieux contrôlées que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est exactement le même principe. Il faut juste que, pour que vous compreniez ensuite ce qui va arriver, que je vous explique que pour calculer ces capacités de discrimination, on va calculer un coefficient de Weber. C'est tout simple, ne vous inquiétez pas, justement, il ne faut pas des capacités mathématiques de haut niveau pour comprendre ça. En fait, vous vous rappelez, chez l'adulte, en moyenne, le ratio il est de 9,10. Si je veux calculer le ratio de Weber, le coefficient de Weber plutôt, je vais faire comme ça, 10 moins 9, divisé par 9, ça fait 0,11. D'accord ? Ça n'a aucune importance. Il faut juste que vous compreniez que plus le ratio est bas, enfin plutôt, excusez-moi, plus le coefficient est bas, et plus les capacités de discrimination sont importantes. D'accord ? Donc plus ça diminue, et mieux c'est. Ça marche ? C'est important pour comprendre ce graphique-là, parce qu'en effet, vous avez ici tous les groupes que je vous ai décrits, ici, donc avec les âges, et puis ici, vous avez ce coefficient de Weber. Là, vous apprenez rien de nouveau, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit bien que plus les enfants, jusqu'à l'âge adulte, vont grandir, et plus le coefficient de Weber diminue, vous vous souvenez, ça veut dire que plus ils deviennent discriminants sur les collections. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, et ça avait fait un gros buzz à l'époque, c'est de savoir est-ce que les enfants qui sont dyscalculiques, donc juste pour un petit rappel, ou même peut-être pas un rappel, hein, peut-être que vous ne savez pas très bien ce que c'est que la dyscalculie, je vais faire très simple. Donc c'est des enfants qui ont vraiment des problèmes au niveau des mathématiques, mais principalement du calcul mental, d'accord ? Est-ce que ces enfants-là, qui souffrent au niveau des mathématiques formelles, symboliques, ils auraient un problème au niveau non symbolique ? Eh bien, oui. Parce que là, c'était suspense incroyable, ils ne sont pas encore sur le graphique, je vous l'ai fait apparaître maintenant. Hop, c'est le groupe d'enfants. Dyscalculiques, d'accord ? Ce que vous voyez, c'est que, vous vous rappelez, ils sont matchés avec ces enfants-là, donc ils ont en moyenne 10 ans, 8 à 12 ans. Donc ils devraient être à ce niveau-ci. Ils ne sont pas du tout à ce niveau-ci, d'accord ? Le coefficient de Weber, là, il est bien trop élevé. Hein. En fait, ce qu'on montre là, vous voyez, c'est que ces enfants, ils ont un coefficient de Weber, ils ont 10 ans en moyenne, qui est similaire aux enfants ici de 5 ans, qui n'ont pas de problème de dyscalculie. Donc, encore une fois, on montre par un autre biais, hein, pour montrer aussi la diversité des paradigmes qu'on peut utiliser, qu'il y aurait un rapport entre ces capacités ici non symboliques et les capacités symboliques. Donc, effectivement, vous voyez, les performances des enfants dyscalculiques de 8-12 ans sont similaires à celles des enfants de 5 ans. Donc ça fait un gros buzz au niveau théorique, mais vous allez voir que ça pourrait avoir des implications pratiques énormes, d'accord ? Parce que ici, la conclusion, c'est que l'acuité de l'ANS va impacter directement les capacités numériques plus complexes. Donc c'est la première hypothèse que je vous propose, vous allez voir, je vais vous en proposer plusieurs. On pourrait tout à fait dire que, tout compte fait, les difficultés en mathématiques des enfants, elles proviennent de cette ANS déficitaire. Ça serait super en fait, hein, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait aller dans les classes, et puis ensuite on pourrait faire travailler ce type de compétences, et puis en se disant, en faisant travailler ce type de compétences, on va permettre aux enfants de devenir meilleurs en mathématiques, en calcul, etc. D'accord ? C'était précisément l'idée des chercheurs à cette époque-là. D'accord ? Bon, malheureusement, ça ne marche pas très bien. Donc maintenant, on va s'interroger pourquoi ça ne marche pas très bien. Et je vais vous montrer, justement, quand on a une hypothèse comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment peut-on l'adapter. Et il va y avoir des débats théoriques. Et du coup, des adaptations au niveau de l'apprentissage qui vont être différentes. Encore une fois, si vous adoptez cette vision des choses, c'est encore le cas de plein de chercheurs aujourd'hui, eh bien vous vous dites, on va faire travailler les capacités non symboliques et grâce à ça, dans les classes, on va permettre aux enfants d'évoluer. Bon, cependant, ce que je voulais un peu spoiler ici, mais ça ne marche pas très bien. Les résultats, ils sont pas vraiment cohérents, et puis parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. D'accord ? Donc c'est un peu déception absolue, hein, parce qu'on se dit, ça y est, on a trouvé la clé pour que tout le monde fasse maths sup, maths spé. Ça n'a pas l'air de fonctionner particulièrement bien. Donc du coup, on est obligé de proposer une autre hypothèse. D'accord ? Il faut qu'on explique pourquoi on a ces résultats-là, mais que pour autant, des entraînements non symboliques ne sont pas d'une efficacité redoutable sur les acquisitions futures. Donc j'espère que vous voyez déjà là, hein, je vous dis, c'est au niveau des acquisitions numériques, mais au niveau de la lecture, etc., il y a des modèles aussi. En fonction de la position que vous allez adopter, vous allez pouvoir mettre en place en classe des techniques de remédiation ou même d'apprentissage qui vont être différentes. OK. Alors, il y a une deuxième hypothèse qui va émerger dans la littérature. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, vous n'allez rien comprendre, d'accord ? Je vais vous l'illustrer et normalement, ça devrait s'éclairer. J'ai dit normalement, mais ça marche à tous les coups, vous allez voir, je pense.
Alors, l'idée ici, ça va être que, en fait, ce n'est pas vraiment l'ANS qui est déficitaire. Ce qui va être déficitaire, ça va être la mauvaise greffe des systèmes symboliques. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, par exemple, le code arabe ou le code, on dit auditivo-verbal, si je dis 9, d'accord, ou j'écris 9, ça va être la mauvaise greffe des systèmes symboliques sur l'ANS qui va être responsable des difficultés en mathématiques des enfants. Alors, c'est là que vous ne comprenez rien. Je vous donne un exemple, d'accord? Donc, on va faire une tâche, parce qu'encore une fois, se mettre dans la position des gens qui font les expériences dans nos laboratoires, ça permet de mieux aider et de mieux comprendre. Donc, on va faire ça. Je vais vous présenter 2 chiffres à l'écran. Et ce que je vais vous demander de faire, donc là, on est maintenant au niveau symbolique, hein, d'accord? Donc, les chiffres arabes. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de déterminer le plus rapidement possible, le plus vite possible, quel est le chiffre le plus gros à l'écran. Je vous dis gros, pas grand. Perceptivement, d'accord? Quel est le plus gros? Et là, vous dites, dès que vous pouvez, le chiffre, très fort, tout haut, tous ensemble. On y va, vous êtes prêts? Exact. Et on recommence avec 2 autres chiffres. OK. À votre avis, quand je suis dans mon laboratoire et que je mesure les temps à la milliseconde près, et c'est vraiment ça, hein, en général, c'est des différences de 20 millisecondes ici, mais 20 millisecondes, chez nous, ça veut vraiment dire c'est tout un monde, 20 millisecondes, hein, même si c'est pour vous complètement imperceptible. Pour moi, ça allait énormément. À votre avis, dans quelles conditions c'est plus difficile pour les individus de déterminer quel est le chiffre le plus gros perceptivement? Dans la première ou dans la deuxième? Dans la deuxième. Dans la deuxième, il va y avoir un petit problème. En fait, c'est bien parce que ça rappelle la tâche du Stroop. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Dans le deuxième cas de figure, c'est plus difficile pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez un conflit entre 2 codes. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez raison, vous avez bien répondu. Le 4, il est plus gros, perceptivement à l'écran, d'accord? Mais, manque de bol, il est aussi plus petit, on dit magnitude, d'accord? Donc, le 4, c'est plus petit que 9. Donc, du coup, là, vous avez 2 codes qui vont rentrer en compétition. Et donc là, je peux reprendre le terme d'inhibition, parce que ce que vous devez faire pour ici répondre à cette tâche-là, sans vous tromper, c'est inhiber la magnitude du nombre pour privilégier l'aspect perceptif. D'accord? D'ailleurs, on appelle ça le Stroop numérique dans notre domaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors, si vous êtes obligé d'inhiber une dimension du nombre pour pouvoir donner la bonne réponse? Ça veut dire précisément que cette représentation-là, elle s'active automatiquement. En d'autres termes, quand vous êtes un adulte et que vous n'avez pas de problème de calcul ou de dyscalculie ou pas de difficulté en mathématiques, lorsque vous lisez ici ce 4, alors même que je ne vous ai absolument pas demandé de traiter de la dimension numérique du 4, c'est impossible pour vous de faire autrement, vous l'activez automatiquement. Donc ici, ce symbole-là est porteur de la magnitude du nombre. D'accord? Si je vous faisais la même tâche avec des lettres, il n'y aurait pas de conflit de code, d'accord? Une lettre, ABC, ça doit être la 3e lettre de l'alphabet, ce n'est pas porteur du 3, d'accord? Ici, vous voyez, les nombres, ils ont un statut tout à fait particulier, parce que justement, ils sont symboliques, mais ils sont aussi porteurs de ce qu'ils représentent. Vous me suivez? Alors maintenant, du coup, vous devriez mieux comprendre ce que je veux dire par la mauvaise greffe des systèmes symboliques sur l'ANS. Ici, le 4, quand je vous dis qu'il est porteur de la magnitude, c'est-à-dire que vous avez une représentation de la grandeur du 4, d'accord? À une époque, 4, c'était 4 pommes ou 4 bonbons, ok? Ça, c'est porteur, d'accord, ce symbole de cette magnitude-là. Ok. Le fait est que, et vous allez peut-être mieux comprendre maintenant, ces effets de Stroop numérique, ils ne sont pas toujours présents chez l'enfant en difficulté en mathématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un enfant en difficulté en mathématiques va lire le 4, il ne va pas activer sa magnitude. Il va lire le 4 comme il lit une lettre. Je le reprendrai plus tard à la fin, mais du coup, Dehaene, il aime bien utiliser cette expression-là. Les enfants qui sont en difficulté en mathématiques, ils ont un problème de sens du nombre. D'accord? Ils ne peuvent pas mettre justement cette magnitude du nombre en correspondance avec le symbole. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que ces enfants-là, qui vont devenir aussi des adultes dyscalculiques, vont avoir cette difficulté de greffe. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, ce n'est pas l'ANS lui-même qui pose problème, c'est l'ANS, à la limite, on ne peut pas avoir vraiment de problème de l'ANS, d'accord? Ou alors, si on a des problèmes, ça ne va pas avoir des conséquences monstrueusement dramatiques pour les apprentissages. Mais en revanche, lorsqu'on va arriver dans l'apprentissage du symbolique à l'école, on ne va pas pouvoir accrocher ce sens du nombre au symbole appris.
Et donc, on dit souvent, effectivement, que les enfants en difficulté en mathématiques vont traiter les nombres comme les lettres de l'alphabet, d'accord, sans signification derrière. Alors, là, c'est un moment un tout petit peu donc, compliqué, donc accrochez-vous, d'accord. La première partie, ça va être simple, la deuxième, un tout petit peu moins simple. Ici, parce que tout à l'heure, les résultats de Piazza là, que je vous ai montrés, ces enfants dyscalculiques qui avaient un problème au niveau de l'ANS. C'est vrai, cependant, d'accord, ils ont vraiment un problème au niveau de l'ANS. Donc, comment ça se fait? Vous vous rappelez, ils ont un V de Weber qui est bien trop élevé. En fait, grâce à une collègue, là, c'est bien de faire ça, de prendre un peu de recul, elle a regardé toutes les études de la littérature qui s'intéressaient justement à ce problème-là. Donc, je vous décris tout ça. C'est très facile à comprendre dans un premier temps. Ici, vous avez l'âge des enfants testés dans les différentes expériences. Ici, vous avez, et maintenant vous connaissez ça, la tâche non symbolique que je vous ai présentée ici, d'accord? Donc, la comparaison de points. Et ici, vous avez des enfants qui sont DD pour dyscalculique ou difficulté en mathématiques, et ici, des enfants contrôle. Dans chacune de ces études-là, les enfants, ils ont un âge particulier. Tout à l'heure, celle qu'on a vue ensemble, c'est l'expérience de Piazza, elle est ici en l'occurrence, d'accord? Les enfants, ils ont 10 ans, ils ont été testés sur le non symbolique, et vous vous rappelez qu'en effet, ça montrait que les enfants en difficulté ont un problème au niveau de l'ANS par rapport aux enfants contrôle. Cette tâche symbolique-là, on y reviendra après aussi. La tâche symbolique, c'est très simple. Au lieu de montrer des points, vous montrez des chiffres arabes en fait à l'écran. Donc vous montrez 9 et 7, et les individus ils doivent très très rapidement décider lequel des deux est le plus grand, cette fois-ci en magnitude, on n'est plus dans le Stroop. Ça va? Donc vous voyez que dans l'article de Piazza que je vous ai présenté tout à l'heure, il n'y avait pas de tâches symboliques, il n'y avait que des tâches non symboliques, mais cependant il y a des articles qui vont tester les enfants sur les deux dimensions, symboliques et non symboliques. Alors là, on assiste à quelque chose d'assez troublant, parce qu'on se rend compte que, donc, en effet, ici, ce que je vous ai décrit, à partir, vous voyez, de l'âge de 8, 9 ans, là vous voyez, ça a l'air d'être une période tout à fait critique. Les enfants en difficulté en mathématiques vont en effet présenter des difficultés au niveau du non symbolique. Mais ce n'est pas le cas des enfants les plus jeunes. Vous voyez qu'en effet, lorsqu'on va tester des enfants qui ont ici 6-7 ans, et là 8-9 ans dans ces études-là, eh bien, il n'y a pas de problème au niveau non symbolique. Donc déjà, l'hypothèse 1, là, qui dit que les enfants, dès la naissance, ils auraient des problèmes au niveau du non symbolique et c'est ça qui pourrait impacter ensuite les acquisitions numériques plus symboliques, là, il y a un petit problème, parce qu'on voit bien que justement, là, ce n'est pas dès la naissance, puisque ce problème va émerger plus tard. Alors, comment on va expliquer ça? C'est assez intéressant, l'interprétation, et je dois avouer que je suis assez dans ce courant théorique-là. L'idée, c'est que ce qui va se passer, c'est que précisément lorsque les premières acquisitions symboliques devraient être maîtrisées, peut-être au moment où justement elles devraient devenir automatiques, d'accord, où il y a cette association entre le chiffre arabe et la magnitude derrière, eh bien, les enfants qui sont en difficulté vont avoir ce problème de greffe-là. Okay, et en effet, vous voyez que les enfants en difficulté, ils ont toujours un problème au niveau du symbolique. L'interprétation là, c'est que, et c'est là que c'est un peu... Alors suivez-moi bien et puis vous n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas. L'idée, c'est que si vous greffez bien votre système symbolique sur l'ANS, en retour, vous allez avoir une augmentation des capacités du système non symbolique. Pourquoi? Parce que les mots, les symboles écrits, ça vous permet d'avoir une meilleure représentation tout compte fait du non symbolique, d'accord? Comme si vous aviez un concept, vous pouvez imaginer ce concept-là, il reste quand même assez flou jusqu'au moment où vous pouvez mettre un mot dessus. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc ça serait en retour que votre système symbolique viendrait alimenter votre système non symbolique, d'où en fait ici l'émergence des difficultés des enfants qui souffrent justement de déficit en mathématiques. Ça va? Ce n'est pas hyper crucial ce moment-là de la conférence, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'en effet, on peut avoir comme ça un effet retour sur des... Mais alors, et aussi, par contre, ce qui est très important pour la conférence, vous voyez à quel point adopter une théorie ou une autre, ça va avoir des conséquences tout à fait dramatiques sur la manière dont vous allez alimenter ou concevoir les apprentissages. On peut rester sur la première hypothèse, encore une fois, et donc faire travailler le non symbolique. Si on croit cette hypothèse-là, ce qui est plutôt mon cas, là, ce qu'on va faire travailler, c'est le symbolique et la relation, et j'y reviendrai plus tard, la relation entre
code symbolique et code non symbolique. Donc pourquoi pas, mais je le dirai plus tard, donc prenez pas de notes maintenant du tout, faire des jeux de dés où on a 3 petits points, on dit 3 et on écrit 3, d'accord? Et là, vous allez voir qu'en ce moment, c'est vraiment les techniques d'apprentissage dans les écoles qui marchent le mieux. Et donc vous voyez que là, ce qu'on fait, c'est qu'on remet du sens sur un nombre qu'il a perdu ou alors qui, voilà, le sens ne s'est pas bien greffé sur ce système-là. Ça va? J'y reviens plus tard, donc vous inquiétez pas si je vais un peu vite maintenant. En tout cas, tout ce que je viens de vous raconter là, ça rentre très bien dans un modèle, encore de Hahn. Le modèle de Hahn, c'est le modèle qui est le plus utilisé, je pense, dans mon domaine aujourd'hui, où on ne va pas du tout rentrer dans tous les détails, on pourrait y revenir plus tard si on a le temps, mais moi, mon idée ici, c'est bien de vous faire comprendre ça, c'est que ici, maintenant, vous avez ces représentations analogiques, vous avez compris ce que c'était, et l'idée du modèle de Hahn, c'est qu'en effet, les représentations qui sont symboliques, visuelles arabes ici, ou bien auditivo-verbales, elles vont devoir se greffer sur ces représentations analogiques pour qu'il y ait sens du nombre, je l'ai mis sur une autre slide, peut-être pas là, mais que vous voyez que ça va dans tous les sens en fait, hein. C'est-à-dire que les représentations symboliques ici, en retour, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans la slide précédente, vont pouvoir augmenter l'acuité du système analogique. D'accord? Et si tout marche bien dans tous les sens, si tous ces codes peuvent s'articuler et voilà, prendre une bonne place dans le cerveau, puisqu'il faut utiliser ce mot de temps en temps, eh bien l'enfant alors pourrait se débrouiller très bien dans les acquisitions numériques, et sinon non. D'accord? Et donc tout le job du pédagogue, en tout cas sur les premières années de primaire, sera de refaire ce lien s'il n'existe pas entre les 3 différents codes. Alors, ça, c'est des hypothèses, d'accord? Mais on peut expliquer les déficits des enfants d'autres manières, et vous allez voir que là, on va vraiment être obligé d'aller dans des concepts de psychologie cognitive, en fait, différents de ceux qui sont utilisés ici dans le nombre. Je vous ferai une synthèse après de ces hypothèses-là. Il y a des chercheurs qui vont plutôt dire que, tout compte fait, les difficultés en mathématiques, elles ne viennent pas forcément d'un déficit au niveau du nombre lui-même. Peut-être que, et ça c'est une hypothèse qui est beaucoup défendue dans la littérature, donc ça va être la 3e hypothèse que je vais vous présenter, peut-être que les déficits des enfants en mathématiques viendraient d'un déficit en fait de mémoire de travail. Je vais vous expliquer très brièvement ce que c'est que la mémoire de travail. En effet, ici, vous voyez, c'est une 3e hypothèse. J'anticipe un tout petit peu pour que vous me suiviez bien, mais si on adhère à cette hypothèse-là et pas aux autres, ce qu'on va mettre en place dans les classes, ce n'est pas du tout les mêmes types d'apprentissage ou les mêmes types de remédiation. D'accord ? Là, si on pense que les enfants ont un problème de mémoire de travail, eh bien, on va travailler justement sur le développement des capacités de la mémoire de travail. Si c'est possible, parce que ça se discute ça aussi, hein, et d'ailleurs ça se discute plutôt en disant que ce n'est pas tellement possible, mais on peut travailler sur des stratégies ou des choses comme ça. Mais vous voyez bien, hein, donc ces hypothèses, chaque fois que vous êtes chercheur, ou j'espère enseignant, pédagogue, si ensuite vous vous intéressez à ça, eh bien vous dites, ouais, ça, moi, j'ai l'impression que dans la littérature, il y a beaucoup d'arguments pour cette hypothèse-là, donc c'est cette hypothèse-là que je vais plutôt adopter. Puis ensuite, on va dans les classes, et c'est précisément ce que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs, on va dans les classes, et puis on regarde si on a raison ou pas. Et c'est peut-être dans la classe elle-même qu'on va se dire non, ça ne marche pas du tout, parce que là, tu as vu, maintenant, ils sont en mémoire de travail, c'est des génies, mais pour autant, en mathématiques, ils sont toujours aussi mauvais qu'au départ. D'accord ? Donc, du coup, voyez en quoi on a absolument besoin d'une interaction, si ce n'est quotidienne, mais en tout cas régulière, pour alimenter les modèles, d'accord ? Et puis pour vous permettre aussi d'avancer sur ces techniques pédagogiques. Alors, je reviens ici à ce que je vous raconte. La mémoire de travail, c'est un concept que vous connaissez peut-être pas très bien. Je le fais très simple, hein, on n'a pas besoin d'aller beaucoup dans le détail. On dit souvent que c'est le lieu de la pensée active. Vous allez tout à fait comprendre ça. En fait, c'est un espace de traitement mémoriel qui est temporaire, d'accord ? Donc un stockage temporaire de l'information. Cette mémoire de travail, et ça c'est important pour la suite, elle est limitée en termes de nombre d'items que vous allez pouvoir traiter simultanément. Vous êtes bien d'accord que là, si je vous donne à mémoriser 200 mots, là, vous n'allez pas être capable de me réciter les 200 mots, même après quelques minutes de travail, d'accord ? Elle est limitée en nombre d'items. Bon, ça c'est un peu caricatural maintenant, mais à une époque, on disait que les capacités en mémoire de travail, c'est 7 plus ou moins 2. 7 items plus ou moins 2, d'accord ? Donc je vous donne 200 mots, si vous êtes très bon, vous m'en rappelez 9, si vous n'êtes pas très bon, vous m'en rappelez 5. C'est un peu caricatural parce que ça ne marche pas vraiment comme ça. Imaginez que je vous fasse mémoriser des mots, mais que ces mots constituent une phrase.
Par exemple, les avions atterrissent régulièrement sur Bruxelles. Bah, forcément, là, c'est plus simple de rappeler la phrase que des mots isolés qui n'auraient pas de sens les uns avec les autres. Vous voyez, c'est caricatural. En fait, vous pouvez, on appelle ça des chunks, vous pouvez parfois combiner des informations en mémoire de travail, et du coup, deux informations, elles pèsent quand même moins si justement ça fait les avions ou versus boulangerie. Et si je vous dis épicerie d'ailleurs, vous pouvez aussi faire un chunk, d'accord? Parce que pragmatiquement, donc vous voyez, on peut avoir des stratégies. On aurait la possibilité de mémoriser 3 ou 4 chunks d'informations. Vous voyez, un peu moins que de nombres isolés. Mais encore une fois, c'est assez caricatural, c'est juste pour vous expliquer, et de la même façon, après ça va être encore pire caricatural, c'est juste pour vous expliquer le principe. Là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'information en nombre d'items, c'est limité. D'accord? Et c'est là-dessus que je vais revenir tout à l'heure. C'est limité aussi sur une autre dimension. Là, on est en termes de nombre d'informations, mais c'est aussi limité au niveau du temps pendant lequel l'information va pouvoir être retenue. D'accord? En effet, imaginez, je vous demande de mémoriser un numéro de téléphone, ça se fait plus trop maintenant, mais on va revenir dans le passé. Vous êtes obligé de répéter l'information, d'accord, pour pouvoir mémoriser ce numéro de téléphone. Si vous arrêtez de répéter, bah, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien, en fait, hein, d'accord? Et ça aussi, c'est très caricatural. C'est juste pour vous expliquer ça. Bah, en effet, si je vous fais une tâche d'apprentissage de syllabes, au départ, vous allez pouvoir, lors de l'apprentissage, me rappeler ici, je ne vois pas bien à l'écran ce que j'ai mis, mais voilà. 8 syllabes, on est dans notre set plus ou moins 2, là, 8 syllabes, mais vous voyez qu'au fur et à mesure du temps qui va passer ici, eh bien, vous allez oublier des syllabes, d'accord? Donc, je récapitule ce que j'ai dit. Là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce système temporaire de maintien de l'information, il est limité en nombre d'items, mais aussi en temps de rétention de l'information. Alors, une fois qu'on a bien compris ce concept de mémoire de travail, on peut essayer de se demander en quoi un déficit de la mémoire de travail, ça pourrait expliquer les difficultés en mathématiques. Il y a deux raisons principales. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vraiment impacter? Okay. Ça peut impacter un processus qui est vraiment extrêmement important dans les apprentissages, que vous connaissez très bien, c'est le processus de dénombrement. Donc, vous avez une collection d'objets, et la tâche, bah, par exemple, toutes ces bouteilles-là, et moi, je vous demande simplement de compter le nombre de bouteilles qui sont sur la table. Donc là, si vous êtes capable de faire ça, vous faites preuve de capacité de dénombrement. Et c'est compliqué, là, ça va, parce que les bouteilles, elles sont assez bien organisées sur la table. Mais si je vous les mets un peu dans tous les sens, ça va être compliqué, parce que vous allez devoir vous rappeler de ce que vous avez compté, plutôt dénombré, ou pas, d'accord? Et du coup, vous allez devoir garder en mémoire de travail les éléments qui ont déjà été comptés, d'accord? On pourrait parler beaucoup de ça, on ne va pas le faire, hein, parce que je travaille sur le comptage sur les doigts, et pareil, sur le comptage de les doigts, on a ces problématiques aussi de savoir où on en est, etc. Donc voilà l'exemple que je vous donnais ici. Là, vous voyez, c'est une collection qui est disposée de manière assez aléatoire, et on va se rendre compte que les enfants qui sont en difficulté en mathématiques, ils vont bien souvent double compter, j'ai mis entre guillemets parce que je ne savais pas trop justement comment on pouvait conjuguer double compter comme ça, double compter l'un ou plusieurs des premiers items dénombrés. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, là, il va commencer ici, par exemple. Hein, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il arrive là, mais il ne sait plus bien s'il a compté le premier ou pas. D'accord? Eh bien, vraiment, si vous considérez des enfants qui ont des difficultés en mathématiques, ils vont avoir plus tendance à recompter, double compter, le premier item, voire même le deuxième item, si les capacités en mémoire sont vraiment limitées. C'est fâcheux parce que, bien sûr, je ne peux pas vous le développer ici, mais ça aussi, il y a beaucoup de théories qui disent que le dénombrement, c'est une des compétences qui est centrale pour le développement des capacités ensuite arithmétiques. D'accord ? On pourra en parler peut-être éventuellement un peu plus tard si on a le temps. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et là on va plus rentrer dans les mécanismes et donc on va avoir plus besoin de recruter ce que je vous ai décrit sur la mémoire de travail. Encore plus important, ce qu'on va bien décrire, et moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est que les enfants qui ont des capacités en mémoire de travail limitées vont avoir des difficultés à stocker les faits arithmétiques en mémoire à long terme. Nous avons besoin de quelques explications par rapport à ça. Je vais d'abord peut-être définir ce que c'est qu'un fait arithmétique. Un fait arithmétique, c'est le fait de savoir, par exemple, que 5 plus 7, ça fait 12. Donc, je vous dis, je travaille énormément là-dessus. Donc, ce que je sais, c'est que dans cette salle-là,
La moitié d'entre vous, si je vous demande combien fait 5 plus 7, vous allez me dire 12 très rapidement, d'accord? Et si je vous dis comment vous avez fait, vous allez me dire, ben, j'ai rien fait en fait. La réponse, elle est venue comme ça, d'accord? Mais il y a aussi l'autre moitié d'entre vous qui a besoin d'utiliser une stratégie plutôt de décomposition. Donc vous ne savez pas vraiment que 5 plus 7, ça fait 12, mais souvent ce qu'on fait ici, c'est 5 plus 5 plus 2, d'accord? Donc vous voyez, c'est deux stratégies vraiment complètement différentes, d'accord? Ça sera sur une slide après, mais juste pour anticiper, l'idée, ce qui n'est pas la mienne d'ailleurs, hein, l'idée dominante de la littérature, c'est qu'au départ de l'apprentissage, vous allez compter, ça c'est tout le monde est d'accord, c'est obligé. Hein. Si vous prenez un enfant, vous lui demandez de faire 3 plus 2, il ne peut pas savoir que ça fait 5. Donc il va compter 3 objets, 2 objets, des fois il recompte tout, d'accord? Ou en tout cas 1, 2, 3, 4, 5. Okay, donc là il compte. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure du développement et de la pratique, eh bien justement, il va y avoir automatisation. Et une automatisation très efficace, hein, tout ça pour dire que les automatismes n'entraînent pas forcément des erreurs. C'est même très utile de développer des automatismes bien souvent dans la vie. Sinon, on ne pourrait pas conduire en parlant et ça serait vraiment un vrai problème. Hein. Et donc, cet automatisme-là, c'est la transition justement de stratégies de comptage assez coûteuses à une récupération en mémoire à long terme. D'accord ? Si vous savez que 5 plus 7, ça fait 12, c'est que quelque part, vous avez stocké cette connaissance-là, sûrement sous forme déclarative, comme Paris est la capitale de la France. D'accord ? Donc ça, c'est un fait arithmétique. Hein. Et vous voyez que, effectivement, si vous savez que 5 plus 7, ça fait 12, vous allez chercher en mémoire à long terme. C'est compliqué parce que là, du coup, je vous parle de mémoire de travail, puis maintenant de mémoire à long terme. Et donc, ce que je vais devoir vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir qu'un enfant qui souffrirait d'un déficit en mémoire de travail va avoir un déficit, en fait, de récupération en mémoire à long terme. C'est ce que je vais faire maintenant. Encore une fois, pour vous expliquer à quel point on a besoin de connaissances en psychologie cognitive pour comprendre le fonctionnement, et même des fonctionnements assez basiques, en fait. Et vous allez voir qu'après, ça a une vraie influence sur les apprentissages. Pourquoi c'est extrêmement important ici ? On a décrit à plusieurs reprises que les enfants, en tout cas en primaire, hein, qui ont vraiment des difficultés en mathématiques, il s'avère que ça, là, c'est leur point faible principal. C'est-à-dire qu'on décrit tout le temps les enfants avec difficultés en mathématiques en disant qu'ils ont un problème de récupération des faits arithmétiques en mémoire à long terme. D'accord ? Voilà, juste pour que vous compreniez bien les choses, on a parlé de mémoire de travail ici tout à l'heure, là. On dit mémoire aussi, à court terme aussi, c'est des modèles différents, mais on ne va pas du tout aborder ça ici. Donc on fait comme si c'était exactement la même chose, d'accord ? Et vous voyez qu'en effet, une information, pour pouvoir, et là on se rapproche hein, de l'explication pourquoi des limites en mémoire de travail peuvent avoir une conséquence sur le long terme, vous voyez que toutes les informations qui vont être stockées en mémoire à long terme, forcément, à un moment donné, elles sont passées ici par votre système de stockage temporaire de mémoire de travail. C'est obligé. Vous l'avez forcément traité, cette information-là. D'accord ? Donc, vous voyez, on peut aller plus loin. Évidemment, si c'est passé en mémoire de travail, c'est aussi que vous l'avez perçue, cette information-là. Si vous ne l'avez pas perçue, elle ne peut pas passer en mémoire de travail. Donc, vous voyez, toute information ici, qui est en mémoire à long terme, est forcément passée par la mémoire de travail. Alors, on y vient. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer que des difficultés à stocker des faits arithmétiques en mémoire à long terme pourraient provenir d'un déficit en mémoire de travail? C'est ce que je vais vous décrire maintenant. Je vais un tout petit peu plus lentement parce que c'est un tout petit peu plus technique peut-être. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. Je vous ai dit déjà ça. Au départ, les enfants, ils vont forcément utiliser le comptage pour résoudre des calculs arithmétiques. D'accord ? Je vous ai dit 3 plus 2. Au début, l'enfant ne peut pas savoir que ça fait 5, donc il va compter bien souvent sur ses doigts. Cependant, l'idée des modèles en dominant, en tout cas, c'est qu'à chaque fois que l'enfant il va compter, il va constituer un stock d'associations en mémoire entre les opérandes, donc les données du problème, 3 et 2, et le résultat 5. D'accord ? Je vous réexplique après. À chaque fois que l'enfant il va faire 3 plus 2, il va produire 5. D'accord ? Et donc à chaque fois, là, il va y avoir une association entre les opérandes et le résultat. Ça va ? Et plus on fait ça, et plus on a de chance que, au bout d'un moment, la force d'association entre les opérandes et le résultat est suffisante pour que, justement, il y ait une connaissance qui se soit construite et qui ait été envoyée en mémoire à long terme. Vous m'avez suivi, là, ou pas ?
C'est exactement pareil que toute connaissance déclarative en fait. Si vous devez apprendre une poésie, vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut travailler par répétition. Là, ce n'est pas vraiment de la répétition, c'est de la production d'un comptage particulier, d'une procédure. Mais à force de faire cette procédure, l'idée c'est qu'il y a association et donc il y a ensuite possibilité de récupération en mémoire à long terme. Alors, on continue. On ne sait toujours pas pourquoi un problème en mémoire de travail, ça pourrait avoir une influence là-dessus. Mais là, maintenant, c'est ce que je vais vous expliquer. Si l'association entre opérande et résultat est faite, et que vous m'avez bien suivi, c'est que forcément, à un moment donné, dans votre espace en mémoire de travail, vous avez le 3, le 2 et le 5 au même endroit. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, il n'y a pas d'association faite. OK. Là, s'il y a quelqu'un dans la salle qui travaille sur la mémoire de travail, je m'excuse et vous avez le droit de me jeter des cailloux parce que c'est encore plus une caricature que précédemment. C'est juste pour vous expliquer. Ici, j'ai voulu symboliser l'espace en mémoire de travail. C'est pas du tout comme ça, d'accord? Mais c'est juste pour vous faire comprendre. Ici, vous avez un espace particulier. Vous voyez, il est limité, en effet. C'est-à-dire que là-dedans, vous ne pouvez pas faire rentrer toutes les informations du monde. Imaginez que l'enfant, il est à résoudre 5 plus 7. C'est l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, d'accord? Au début, vous vous souvenez, c'est impossible, il ne peut pas savoir que ça fait 12, donc il va être obligé de compter. Voilà ce qu'il va faire. S'il est malin, ou en tout cas, s'il est dans un stade de développement qui lui permet, il va commencer par le 7, d'accord? Et puis il va rajouter 5. Ça aussi, on pourrait en parler pendant 3 jours, mais on ne va pas le faire, d'accord? C'est des stratégies différentes. Mais ici, déjà, il faut que l'enfant il ait quand même une certaine connaissance du nombre. Mais même dans ce cas-là, il va faire 7, et puis il va, on vous dit souvent surcompter, ou en tout cas en Suisse, les enseignants aiment bien ce terme de surcompter. Donc nous, on me dit plutôt compter à partir de, d'accord? À partir de 7, et l'enfant, il fait 7, il peut utiliser ses doigts, 8, 9, 10, 11. Oui, mais là, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez que tout l'espace en mémoire de travail, il est pris. Et donc, quand le 12, parce qu'on n'est pas encore arrivé au bon résultat au cas où, quand le 12 est produit, eh bien, on va avoir un phénomène tel que celui-ci. Vous pouvez tout à fait produire le 12 sans aucun problème, mais le 5, là, il est en dehors de votre espace de mémoire de travail. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici, c'est que plus votre espace en mémoire de travail va être limité, et plus vous allez avoir de difficultés à faire cette association entre opérande et résultat. Okay? Donc, en effet, si la mémoire de travail est limitée, alors il y a une association difficile. Et donc, du coup, grâce à cette hypothèse-là, on peut expliquer les difficultés des enfants en mathématiques, et je vous ai dit tout à l'heure, la plus grande difficulté des enfants, en tout cas en ce qui concerne le primaire. Donc vous voyez à quel point les modèles de psychologie cognitive, de développement cognitif, sont cruciaux pour comprendre quel est le problème dans la classe, là pour le coup, comment ça se fait que cet enfant-là, il n'arrive jamais à se souvenir combien 5 plus 7, ça fait 12. Alors vous voyez, c'est pas vraiment qu'il a un problème de récupération de l'information en mémoire à long terme, c'est qu'en fait, le fait arithmétique, il n'a jamais été stocké en mémoire à long terme. Okay? Donc, encore une fois, mon point ici, c'est de vous montrer à quel point les modèles de psychologie cognitive vont être explicatifs sur les comportements des enfants et puis ensuite sur les techniques de remédiation. Okay? On continue parce qu'il y en a d'autres des hypothèses et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne vais pas du tout toutes vous les présenter. Il y a une autre hypothèse qui dit que tout compte fait, peut-être qu'il y a, d'ailleurs, elles sont probablement ces hypothèses pas du tout mutuellement exclusives, hein, d'accord? On peut tout à fait supposer que les enfants qui sont en difficulté en mathématiques ont un problème au niveau du nombre et aussi un problème en mémoire de travail. Okay? Mais cependant, on peut aussi voir les choses, ça dépend encore une fois des positions qu'on va prendre et peut-être des positions que vous avez envie d'adopter aussi. On peut prendre des positions extrêmes qui seraient de dire, bon, en fait, pas du tout, les enfants n'ont aucun problème de mémoire de travail quand ils souffrent sur les apprentissages mathématiques. Le problème qu'ils vont avoir, c'est un problème visio-spatial. Et là, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Et donc, c'est la 4e hypothèse que je vous propose. Donc, vous voyez, hein, ça commence à faire beaucoup d'hypothèses. Et donc, vous voyez à quel point c'est important de prendre parti probablement pour une des hypothèses, ou en tout cas, sans prendre parti, aller tester une hypothèse particulière dans la classe pour voir si elle rend vraiment compte de la réalité ou pas. Alors, comment? On fait exactement pareil que tout à l'heure. À la limite, là, c'est plus drôle, l'expérience que je vais présenter, c'est moins technique que tout à l'heure. L'idée, ça serait qu'un déficit visio-spatial pourrait vraiment expliquer les déficits des enfants en mathématiques. Comme tout à l'heure, qu'est-ce que ça pourrait impacter? Les 2 premiers niveaux, ils sont plutôt anecdotiques, et le dernier, il n'est pas du tout anecdotique, vous allez voir. Ça pourrait impacter, en effet, vous avez tous remarqué ça, hein, les enfants, parfois, ils posent mal les opérations comme ça, et s'ils posent mal les opérations, du coup, ils se plantent. Hein. C'est mauvais de se planter parce que, vous voyez, quand vous vous plantez, à chaque fois, vous faites une mauvaise association aussi. Hein.
Donc, du coup, ces mauvaises associations, elles doivent aussi peser après sur la récupération. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des modèles qui peuvent se compléter les uns les autres. Mais pour l'instant, on va se limiter à ça. En effet, si vous avez des problèmes visio-spatiaux, d'accord, vous avez du mal à organiser l'information dans l'espace, eh bien, vous pouvez mal poser les opérations et ça peut avoir des conséquences fâcheuses sur la production du résultat. D'autre part, le transcodage, moi, je n'étudie pas beaucoup ça. Mon directeur, Michel Fayolle de recherche, a beaucoup étudié ça. En effet, lorsque vous allez écrire 127, bah, vous n'avez plutôt pas trop intérêt à intervertir le 1 et le 2 parce que sinon, ça ne va pas donner la même chose. Donc, en effet, si vous avez des déficits visuospatiaux, ça peut encore une fois avoir des conséquences fâcheuses sur la compréhension que vous avez du nombre. Mais il y a pire que ça, en fait, et c'est ce que je veux vous décrire maintenant. Et vous allez voir que là, ce que je vais vous décrire, ça a beaucoup de conséquences sur la manière aussi dont on va remédier dans les classes. L'idée, en fait, c'est que le visuospatial, c'est d'une importance cruciale en ce qui concerne les acquisitions numériques et mathématiques, parce qu'on représenterait, et après je vais vous montrer une chouette expérience qui le montre, on représenterait, en tout cas dans nos cultures, lorsqu'on écrit de gauche à droite, les nombres justement sur une ligne orientée de gauche à droite, d'accord ? Même si vous vous en rendez pas compte, même si parfois vous en rendez compte d'ailleurs, hein, souvent on me dit bah oui c'est vrai que moi j'ai un peu cette représentation là, mais même quand vous vous en rendez pas compte, grâce à encore une fois à Stanislas Dehaene, je peux dans mon laboratoire savoir qu'en effet vous avez une représentation des nombres sur une ligne orientée de gauche à droite. Pour anticiper un tout petit peu, du coup, si vous avez des problèmes visuospatiaux, ça ne va pas être super évident de représenter les nombres et vous allez peut-être avoir des difficultés sur la représentation de la magnitude, positionner les nombres les uns par rapport aux autres, etc. Mais j'y viens, je vous présente l'expérience fabuleuse qui a permis de mettre en évidence qu'en effet, on aurait cette ligne mentale là, dans nos représentations mentales, ligne mentale dont on n'a pas forcément conscience, c'est l'effet Snark, qui a été découvert par l'équipe de Stanislas Dehaene, par hasard en fait, lors de l'étude d'une tâche de parité. Une tâche de parité, c'est tout bête. Vous prenez soit un enfant, au début c'était des adultes dans les expériences Princeps, après on a essayé de voir ce que ça donnait chez les enfants, et vous demandez à l'adulte ou à l'enfant, est-ce que ce nombre-là qui apparaît à l'écran, il est pair ou non, d'accord ? Donc c'est tout bête. En général, on demande aux gens d'aller le plus vite possible, d'accord ? Et on va mesurer encore une fois les temps, encore une fois à la milliseconde près, d'accord ? Et on va voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant dans ce genre d'expérience, c'est qu'on est obligé de prendre dans nos laboratoires plein de précautions méthodologiques. Il s'avère que l'une des précautions qu'on prend tout le temps, c'est que la moitié des sujets ils vont répondre pair avec la main droite et que l'autre moitié des sujets ils vont plutôt répondre pair avec la main gauche. D'accord ? Du coup, après, on peut regarder si les gens ils sont plus rapides avec la main gauche, avec la main droite, pour quel nombre, etc. Et là, on va observer un phénomène tout à fait particulier. Je vais vous le montrer ensuite avec un graphique, mais peut-être je vais d'abord vous l'expliquer en mots. Ouais, excusez-moi. Les enfants, on peut les tester à partir de l'âge de 6 ans sur des tâches comme celle-ci, sauf qu'on n'utilise pas la parité. Parce qu'ils sont, voilà, ils sont trop petits, on va utiliser des couleurs, ça marche aussi bien. On monte le nombre, vous vous rappelez, je vous ai montré tout à l'heure que de toute façon, la magnitude, elle est activée automatiquement. Donc même si je lui demande de traiter d'une couleur, je sais qu'il va activer la magnitude du nombre et que probablement, il va positionner aussi sur une ligne mentale. Donc à partir de 6 ans, c'est possible. Je ne vous cache pas que l'effet est quand même difficile à observer chez l'enfant de 6 ans. Il faut beaucoup d'enfants de 6 ans. On a essayé dans mon laboratoire et c'est un peu compliqué, mais il y a des articles qui montrent ça. 6 ans, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, parce que c'est là où l'enfant va commencer à vraiment apprendre à écrire et à lire. Et donc du coup, vous voyez que cette position gauche-droite, elle va commencer à s'ancrer et s'automatiser quelques mois plus tard. Je voulais d'abord vous décrire les résultats verbalement avant de vous montrer les résultats en graphique. Ce que Stanislas Dehaene va montrer, et bien sûr, cet article-là, il est cité des milliers et des milliers de fois, d'accord, c'est que, bizarrement, lorsque les individus vont juger de la parité de petits nombres, quand je vous dis petit, là, on est sur du 1 à 9, d'accord, donc les petits, c'est 1, 2, 3, 4, d'accord, et les plus grands, c'est 6, 7, 8, 9. Quand les individus vont devoir juger de la parité de petits nombres, ils vont être plus rapides avec la main gauche qu'avec la main droite, alors que lorsqu'ils vont devoir juger de la parité de plus grands nombres, ils vont être plus rapides avec la main droite qu'avec la main gauche. C'est bizarre, hein ? Je vous montre, effectivement, là, c'est les résultats, là. Moi, j'ai un petit problème visuospatial, donc j'ai essayé d'être le plus clair possible, surtout je suis gauchère, donc je pense que vous allez me suivre. Ici, ce n'est pas vraiment des temps bruts, c'est une différence de temps entre deux mains, d'accord ? Donc ici, ce qu'on a calculé, là, vous voyez, c'est le nombre à juger.
Donc soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, 6, 7, 8, 9. Et puis ici, c'est la différence de temps en fonction de la main utilisée pour juger de la parité. Et là, j'ai voulu être le plus explicite possible. Donc c'est main droite moins main gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, quand vous avez un temps positif, vous êtes plus lent avec la main droite, donc en d'autres termes, plus rapide avec la main gauche. Et donc c'est exactement ce que je viens de vous décrire, parce qu'en effet, vous voyez que pour les petits nombres ici, vous êtes plus rapide avec la main gauche, alors que pour les plus grands nombres, c'est le contraire. Okay. L'idée de Stanislas Dehaene ici, dans l'interprétation, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de ne pas trop m'éloigner du micro, mais je vais vous montrer quand même. L'idée, c'est que lorsque l'individu va faire la tâche sur l'ordinateur, il va donc juger de la parité. Le nombre, il est toujours présenté au centre, mais vous vous rappelez, ça active automatiquement la magnitude. Donc le nombre va être positionné sur la ligne. Et lorsqu'il y a congruence entre le côté de représentation du nombre dans l'espace, les petits nombres, ils sont à gauche, et la main avec laquelle vous devez prendre la décision, eh ben, c'est plus rapide que quand vous devez croiser, d'accord? Ça va? C'est un peu, comment dire, assez osé comme interprétation, hein. Mais c'est bien parce que quand on fait de la science comme ça, on peut toujours essayer de voir si on a raison ou pas avec d'autres... on ne sait jamais vraiment si on a raison ou pas, hein, j'ai été un petit peu vite là. Mais en tout cas, on peut au minimum éprouver les hypothèses. Si Stanislas Dehaene a raison, eh bien, des individus qui ont un système d'écriture de droite à gauche devraient avoir un effet Snark inversé, en fait, hein. Eh bien, c'est exactement ce que Stanislas Dehaene et ses collègues vont montrer. En effet, si vous testez des Palestiniens chez lesquels le système est orienté d'écriture est orienté de droite à gauche, vous avez exactement les résultats inverses. D'accord? Donc magnifique, et en effet, là, à partir de là, on peut... Ça reste en débat, bien entendu. Tout est en débat en sciences, mais à partir de là, quand même, la majeure partie des chercheurs admettent qu'en effet, on va représenter les nombres sur cette ligne-là. Et donc là, je vous l'avais représenté ici, je reviens. C'est bien utile, ça, hein, parce qu'en effet, non seulement, si les choses sont bien faites, ces symboles-là, ils sont porteurs de la magnitude, hein, et probablement, d'ailleurs, au niveau du développement, au départ, ce n'était pas vraiment des symboles, mais plutôt des quantités, qui étaient aussi orientées de gauche à droite. Il faut que je vous dise, parce que je ne peux pas m'empêcher, il s'avère que le Poussin aussi aurait des représentations des nombres de gauche à droite. Donc, vous voyez, ça va plus loin encore que le système d'écriture. En fait, il y aurait vraiment universellement une orientation de gauche à droite des nombres. Ceci dit, ça serait contré par la culture, d'accord? Mais on aurait ça, cette représentation, même si on est un Poussin. Du coup, vous voyez que, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Poussin, bien entendu, il ne connaît pas les symboles, hein. Donc, ce qu'il va coder, c'est les magnitudes, donc de gauche à droite. Ce qui est vraiment intéressant ici, pour nous, et puis pour l'apprentissage, c'est qu'on va se rendre compte que les enfants qui sont en difficulté en mathématiques, ils vont moins manifester cet effet Snark que les autres enfants. Comme si, justement, eux, ils avaient moins cette représentation spatialisée des nombres. Et bien sûr, ça pose problème parce que, je n'ai pas fini ce que je voulais vous dire tout à l'heure, avoir cette représentation spatialisée, c'est génial parce que vous pouvez représenter les nombres comme ça et savoir très rapidement quel est le plus grand, quel est le plus petit. Pour faire des calculs, c'est bien pratique aussi, hein, parce que vous pouvez vous déplacer comme ça sur la chaîne numérique assez rapidement, d'accord, 3 plus 2, vous faites 2 petits pas et donc vous vous déplacez spatialement. Je regarde Natacha puisque Natacha travaille sur l'espace et donc là du coup c'est vrai que c'est un point commun de nos études. Donc bien sûr, hein, je n'y reviens pas après, vous allez voir pourquoi, mais si on estime que Stanislas Dehaene a raison, ce qu'on va devoir faire, c'est retravailler cette représentation mentale des nombres. Et en fait, c'est ce que vous faites parfois dans les classes sans forcément faire appel à un modèle théorique avec les frises numériques qui sont beaucoup utilisées, en tout cas en Suisse, hein, je ne sais pas si c'est le cas ici aussi en Belgique, en France également, et je pense qu'en effet c'est une très bonne idée de faire ça, justement pour peut-être travailler cette représentation spatiale du nombre. On y revient après. Je fais une petite synthèse de ce que je vous ai raconté là. On a parlé de beaucoup de causes possibles des difficultés des enfants en mathématiques. Après, encore une fois, gardez en tête qu'elles ne sont pas forcément mutuellement exclusives, d'accord? Mais en tout cas, on a vu qu'on pouvait supposer que l'ANS était déficitaire. On avait aussi supposé que peut-être que l'ANS n'est pas vraiment déficitaire, mais c'est plutôt les systèmes symboliques qui vont avoir un problème de greffage, excusez-moi, du néologisme sur les systèmes non symboliques. Puis on a abordé des hypothèses qui sont vraiment très différentes, et je vais vous dire pourquoi. On a dit qu'un déficit de mémoire de travail pouvait expliquer les difficultés des enfants.
Et un déficit visio-spatial aussi pour être responsable des difficultés des enfants. Là, on est vraiment à des niveaux complètement différents. En fait, nous, dans notre jargon, on va dire que là, on est sur des hypothèses de déficit primaire, parce que les enfants, ils ont des difficultés en mathématiques, et on va expliquer ces difficultés en mathématiques sur des difficultés sur le nombre lui-même. C'est pour ça que c'est primaire. Mais là, vous voyez, dans l'autre cas, on est sur un déficit secondaire, parce qu'on va dire, bon, c'est pas vraiment le nombre en lui-même qui va poser problème aux enfants, c'est le système cognitif de manière plus générale. D'accord ? Et ce problème au niveau du système cognitif plus général va avoir un impact direct sur la manipulation du nombre. Donc vous voyez qu'on est dans deux univers complètement différents, tellement que en fait, c'est même pas toujours forcément les mêmes chercheurs dans les deux types d'explications. Mais pour autant, ça a des importances cruciales, énormes, fondamentales sur les apprentissages, parce que ces théories-là, elles devraient conditionner le type de remédiation ou d'apprentissage qui sont mis en place dans les classes. Parce qu'en effet, si vous êtes plutôt tenant d'une hypothèse primaire, que ce soit la première ou la deuxième, ce que vous allez vouloir faire dans la classe, c'est rééduquer les connaissances numériques elles-mêmes. D'accord ? Par contre, si vous êtes plus tenant de la théorie plus générale de déficit secondaire, ce n'est pas ça que vous allez faire. Vous allez plutôt essayer de rééduquer les compétences cognitives générales. Après, est-ce que c'est possible ou pas? C'est un autre débat et ce ne sera pas moi qui va entamer ce débat-là. Je travaille sur le nombre, donc vous vous doutez bien que je suis peut-être plutôt sur ce genre d'hypothèse-là, malgré le fait que, sans aucun doute, et j'ai d'ailleurs plusieurs articles là-dessus, les enfants qui ont des difficultés en mathématiques ont bel et bien un problème de mémoire de travail. D'accord ? Mais vous voyez à quel point adopter une hypothèse, et donc aller voir dans la littérature ce qui émerge, ce qui est nouveau, etc., ça a une vraie influence sur la manière dont les apprentissages vont être conçus. Alors justement, on y vient. Donc je vous ai dit, moi je suis plutôt, évidemment, je travaille sur le nombre, donc plutôt du côté des rééducations sur le nombre lui-même. C'est ce que je vais vous présenter maintenant, d'accord ? Mais dans un sens, enfin ce que je me dis tout le temps, peut-être j'ai tort, mais si j'arrêtais ma conférence ici, je pense que vous-même maintenant, en fonction de l'hypothèse, j'allais dire qui vous séduit le plus parce que vous n'êtes pas chercheur. Donc là, vous êtes dans la séduction. Mais après, voilà, travailler avec des chercheurs, ça vous pourrait ne pas être dans la séduction, mais vraiment dans qu'est-ce qui marche pas, d'accord ? Eh bien, vous allez pouvoir adopter une méthode d'apprentissage. Peut-être vous vous dites, ah, mais tiens, tout à l'heure, elle a dit qu'ils avaient des problèmes de mémoire de travail. Moi, j'ai remarqué que quand on leur fait apprendre comme ça, ils mémorisent plus facilement. Donc, faisons ça. D'accord ? Donc vous voyez que, ne serait-ce qu'avec ça, à la limite, vous n'avez pas besoin de moi maintenant pour mettre en place des choses. Mais comme je suis là, je vais quand même vous en toucher deux mots. D'accord ? Et je vais quand même vous montrer ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et vous allez me suivre là-dessus, je pense. Donc je reste ici dans les déficits, dans l'hypothèse primaire. D'accord ? Et donc, on va voir ce qui marche au niveau de la remédiation sur le nombre. Je fais une slide d'abord pour vous dire que, justement, on peut intervenir à plein de niveaux différents. Encore une fois, en fonction des hypothèses qu'on va adopter. On peut décider, on l'a évoqué tout à l'heure, de travailler sur les capacités non symboliques si on est dans H1. On se dit, c'est les capacités non symboliques qui sont la source des capacités symboliques, donc c'est celle-ci qu'il faut que je travaille. Je vous ai plus ou moins évoqué le fait que ça ne marchait pas très bien, d'accord ? On peut se mettre au niveau supérieur, c'est-à-dire numérique basique, là où l'enfant va justement commencer à maîtriser un tout petit peu les symboles, d'accord ? Quand je dis numérique basique, ce que je veux dire, c'est comptage, donc vraiment comptage verbal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dénombrement, on l'a évoqué tout à l'heure. Dénombrement, c'est intéressant parce que vous voyez que vous êtes à la limite du symbolique et du non symbolique. Parce que je vous demande de compter une collection d'objets, d'accord ? Mais ensuite, vous allez utiliser au minimum, si je vous demande de produire une réponse, un code auditivo-verbal. Donc vous voyez que là, c'est intéressant parce qu'on est sur les deux niveaux. Donc peut-être la greffe, elle est intéressante à étudier à ce niveau-là. Et puis basique aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les comparaisons. Les comparaisons de nombres, donc est-ce que 9 c'est plus grand que 7, on présente à l'écran. Ça, c'est tout à fait basique. Les enfants, ils font ça assez rapidement. Peut-être, probablement, ou en positionnant ces nombres sur cette ligne mentale. Ce qu'on peut faire aussi, c'est justement travailler sur je vous donne des exemples après, bien sûr, sur les représentations numériques spatiales, en se disant, cette représentation visio-spatiale de gauche à droite, elle est cruciale, et donc, moi, ce que je veux, c'est rééduquer ceci. On n'en a pas parlé, c'est juste, je vous fais une petite liste, on ne peut pas parler de tout, mais on peut, ceci dit, ça ne marche pas, mais donc je vous dirai après que ça ne marche pas, mais on pourrait se dire, tout compter, tout ça, c'est pas si important que ça, c'est plus compliqué les mathématiques, et ça ne peut pas, en rééduquant de la comparaison, on ne va pas faire en sorte que les enfants vont être bons en calcul, c'est pas possible. Donc du coup, mais ça c'est plutôt la vieille école, on va plutôt travailler sur le raisonnement mathématique lui-même ou arithmétique. Donc la commutativité, on refait une leçon sur la commutativité, sur
l'opération inverse. Les enfants, ils ont du mal des fois à comprendre qu'en effet, la soustraction, c'est l'inverse de l'addition, multiplication, division. Sur les règles aussi, hein, c'est important les règles. N plus 0, ben, ça fait N. Par contre, N fois 0, ben, ça fait 0, d'accord? Donc on peut avoir comme ça des... Vous voyez qu'on est dans un apprentissage ici qui est peut-être plus explicite, plus dans le verbal. On peut aussi travailler sur les connaissances procédurales. C'est ce que tout à l'heure j'ai appelé le surcomptage là. On peut entraîner les enfants à surcompter, peut-être avec l'idée, hein, on peut tout lier, que du coup, quand ils surcomptent, ils vont se déplacer sur la ligne numérique. Et puis on peut aussi se dire que tout compte fait, ça ne sert à rien de travailler sur ces connaissances procédurales, puisque le système, tout compte fait, à la fin, il va récupérer. Donc on n'a qu'à apprendre directement les faits arithmétiques. Okay, alors ça, je ne développe pas, mais je suis complètement contre cette approche-là, mais ça sera l'objet, on se reverra peut-être dans une autre conférence, d'accord ? Mais vous voyez que, voilà, en fonction de la position qu'on va adopter, on va pouvoir utiliser telle ou telle méthode. Alors, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Bien sûr, tu as raison, Natacha, de dire qu'il n'y a pas de méthode clé en main, hein, mais il y a quand même des trucs qui marchent et qu'on peut appliquer. Et d'ailleurs, je vais vous donner le nom d'un logiciel qui est gratuit et que vous pourrez aller consulter. Ce qu'on sait, c'est que la plupart, en tout cas dans la littérature scientifique, la plupart des... J'allais dire des rééducations, mais même pas, les enfants, ils ne sont pas obligés de souffrir hein, pour qu'on utilise ça. La plupart des types d'apprentissage, d'accord, vont plutôt opérer sur les capacités basiques, comptage, dénombrement, comparaison. C'est super parce que c'est ce qui marche le mieux, en effet. Ça marche mieux que d'intervenir sur les précurseurs. Donc, vous vous rappelez, le non symbolique, je l'ai dit plusieurs fois, ça, c'est pas très convaincant, d'accord ? Probablement, maintenant, si vous avez tout suivi, probablement, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que si vous travaillez sur comptage, dénombrement, comparaison, en retour, vous allez avoir un effet bénéfique sur le non symbolique, mais ce n'est pas l'inverse. C'est plus efficace que sur les précurseurs et c'est aussi plus efficace que travailler sur des niveaux plus complexes au niveau du raisonnement. Là, encore une fois, je prends juste une précaution, je vous parle encore d'élèves primaires. Vous dites primaire aussi ici, hein? Ok, très bien. Bonne nouvelle, mais vous allez voir, il y a un facteur confondu. Les interventions courtes, qui durent 4 ou 5 semaines, elles sont plus efficaces que les interventions longues. Ça pourrait paraître un peu étrange. Il y a un facteur confondu, c'est que lorsque les chercheurs et les pédagogues vont mettre en place des interventions courtes, en général, elles vont être plus ciblées sur une activité particulière. Donc, par exemple, comptage tout seul, dénombrement tout seul, comparaison tout seul. Quand les chercheurs commencent à se rentrer dans des interventions longues, on va mixer avec des niveaux plus complexes de raisonnement, etc. Ça ne marche pas bien. Il faut vraiment cibler une capacité particulière sur une petite période de temps, et pourquoi pas l'une d'entre elles, et puis après on travaille une autre sur 4-5 semaines. Ça, c'est très efficace. Alors ça, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, ça dépend comment vous le voyez. Les interventions avec des enseignants humains, elles sont plus efficaces que des interventions avec des logiciels informatisés. Elles sont plus efficaces, mais ça ne veut pas dire que quand c'est informatisé, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer après, c'est informatisé. D'accord ? Mais c'est toujours plus efficace quand il y a un enseignant humain. Bah oui, Natacha, tu évoquais le fait que, bien entendu, on n'a pas devant nous seulement un système cognitif, hein, même quand on est cognitiviste, on a bien conscience de ça, et que probablement des aspects d'interaction, tutorat, affectif, émotionnel, viennent renforcer ces apprentissages. Comme tu le dis, c'est très à la mode en ce moment et très intéressant. Alors quand je vous dis c'est très efficace, mais c'est très efficace sur quoi? En fait, c'est très efficace principalement sur les capacités elles-mêmes, mais ça, c'est pas une surprise. Hein. Si vous travaillez le comptage, ça a un effet bénéfique sur le comptage. Si vous travaillez le dénombrement, ça a un effet bénéfique sur le dénombrement. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si vous travaillez sur comptage, dénombrement ou comparaison, vous allez avoir un effet bénéfique sur les capacités de calcul. Donc ça, on appelle ça du transfert, d'accord? Et c'est là où vous voyez qu'un apprentissage est en effet efficace. Oui, parce que sinon, on peut toujours travailler un aspect particulier. Si ça se limite à ça, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Enfin, si, ça a l'intérêt de faire travailler la capacité elle-même, mais on est plus ambitieux ici, d'accord? Et donc, en effet, et sur comparaison, c'est vraiment très frappant, quand vous faites travailler des comparaisons aux enfants, ils progressent sur les capacités de calcul, principalement sur l'addition. Alors, je vous donne trois exemples d'intervention. Le plus connu, je pense, c'est la course au nombre. C'est toujours l'équipe de Stanislas Dehaene. Je vous ai mis un petit exemple pour vous expliquer le principe. Et normalement, maintenant que vous avez des connaissances théoriques par rapport à tout ça, vous devriez comprendre ce qui était dans l'esprit des chercheurs. Alors, c'est toujours la même chose ici.
c'est d'une efficacité redoutable, ça. Vous avez, vous voyez, une représentation des nombres qui est spatialisée de gauche à droite. Allez pas vous amuser de faire de droite à gauche pour voir ce que ça fait, parce que là, du coup, vous n'êtes plus du tout sur les caractéristiques du système cognitif. Et puis, vous allez, par exemple, ici, dire qu'il y a trois pièces d'or. Et l'enfant, il va prendre un jeton, parce qu'on peut aussi le faire sur une version non informatisée, là en l'occurrence le curseur, et il va devoir avancer de 3. Ce qui est hyper important ici, donc vous voyez, il y a ce déplacement-là, dans un sens c'est du surcomptage, c'est spatialisé, et puis vous avez, et ça je vais revenir là-dessus ensuite, ce système de greffe des systèmes symboliques sur les systèmes non symboliques, puisque à chaque fois, vous avez les 3 jetons ici en analogique. Et puis vous avez, en l'occurrence dans la première version, c'était Stanislas Dehaene lui-même qui dit 3. Maintenant, avance de 3. Et donc vous voyez, il y a le code auditivo-verbal, le code arabe et le code analogique avec cette ligne spatialisée. Ça marche très bien. Et bien maintenant, vous avez tout un tas de théories pour expliquer pourquoi ça marche très bien. Mais bien sûr, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on avait les théories et on a conçu ce jeu-là. D'accord ? Ce jeu-là, parce que les enfants aiment beaucoup ça, et que pour eux, c'est vraiment un jeu, ils y passent parfois des heures. Bien sûr, après, ça se complique. Ici, ensuite, vous pouvez passer, vous oubliez un tout petit peu, encore que vous avez encore la quantité 3 représentée ici, mais vous pouvez aussi faire du calcul, d'accord ? Et puis là, l'enfant, il doit avancer de 5. Ça marche, effectivement, il a été montré que ça marche. Ça marche chez des enfants dyscalculiques, c'était l'étude Princeps. Ça marche aussi sur des enfants en difficulté ou sur des enfants tout venant, ok ? Et puis là, je vous ai mis, je ne sais pas si vous aurez les slides ou pas ensuite de ma présentation. Très bien, donc je vous ai mis les liens. Celui-ci, la course aux nombres, c'est celui que je viens de vous présenter. Quand vous allez là, vous devez télécharger le logiciel. Et celui-ci, donc vous voyez, ce n'est pas exactement les mêmes âges, c'est en fonction de vos préoccupations. Et celui-ci, là, c'est encore plus simple, parce que là, vous n'avez même pas besoin de télécharger le logiciel. Vous pouvez directement, sans téléchargement, appliquer le jeu. Donc vous aurez les lignes plus tard. Un autre exemple d'intervention, pour vous montrer qu'à la limite, on peut aussi faire plus simple et ça marche aussi bien. Enfin, aussi bien, non, ça marche moins bien, mais ça peut aussi marcher, d'accord ? Et donc ça, c'est des choses, là c'est informatisé, mais on peut tout à fait le mettre en place dans des classes. Ici, vous voyez, on a 42, et puis l'enfant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il y a une ligne ici, spatialisée, et il doit poser le 42 sur la ligne, à l'endroit où il pense que c'est le bon endroit. On peut compliquer les choses, par exemple comme ça, en faisant des calculs, d'accord ? Mais on peut également enlever le 50, d'accord ? Et donc du coup, l'idée, pourquoi pas au début mettre des 25, d'accord ? L'idée, c'est que on veut que l'enfant, au fur et à mesure des apprentissages et des sessions, il se construise lui-même sa représentation sans qu'on soit obligé de lui donner des bornes, d'accord ? D'ailleurs, vous pouvez commencer de 0 à 9, c'est souvent fait comme ça. Là, ça marche aussi. Vous voyez, c'est des petites interventions, tout compte fait. 15 minutes, 5 jours par semaine sur 5 semaines. On a 16 enfants dyscalculiques et 16 enfants contrôle. Quand vous faites faire, même ne serait-ce que ça, sans parler des calculs, il y a un effet positif sur les capacités en calcul. Et donc sur l'arithmétique, comme je viens de vous dire, et également justement sur cette ligne mentale. C'est-à-dire que vous pouvez faire apparaître un effet SNARK chez des enfants qui n'avaient pas d'effet SNARK. Donc, vous arrivez à spatialiser le nombre. Dernière, un petit peu plus récent, mais pour insister sur cet aspect-là, ici, vous avez des jeux qui sont mis en place. Ici, vous avez des jeux de dominos, où vous avez ici le 1 et puis 3 voitures. Et l'idée, c'est que l'enfant, il peut jouer au domino et associer comme il le veut, en fait. C'est-à-dire que 3 ici, il peut l'associer aux 3 voitures. Donc là, vous voyez, encore une fois, vous renforcez l'association et la greffe entre les codes non symboliques et les codes symboliques. Je vous ai mis ça parce qu'il y avait une condition contrôle. On a pris 2 groupes d'enfants. Certains jouaient à ce jeu-là, d'autres à un jeu de domino, mais sans notion de nombre. Et ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'il y avait une efficacité de ce type d'intervention-là. Oui, les résultats sont un peu bizarres cependant. C'est des temps de réponse ici sur une tâche de comparaison. On aime bien cette tâche parce qu'on peut faire passer beaucoup d'essais, c'est très rapide. Mais vous voyez qu'ici, on a le pré-test et le post-test. Donc entre les deux, là, les enfants, ils sont entraînés soit au numérique, soit aux couleurs. Et ce qu'on voit, c'est que c'est des temps de réponse. Donc plus c'est bas et mieux c'est, d'accord ? Plus les enfants sont rapides. On voit en effet qu'ici, on est dans la condition numérique. Il y a un vrai effet de l'apprentissage
du jeu, puisque les enfants sont beaucoup plus rapides sur les comparaisons après l'intervention qu'avant l'intervention. Le seul truc très bizarre, c'est pourquoi ici, les enfants sont moins rapides lorsqu'ils ont fait le couleur. Donc l'interaction, elle est jolie, c'est publié, hein, mais bon, on aurait préféré qu'ici, ce soit plat. Mais c'est pas grave. En tout cas, ici, on a un bel effet de l'intervention. Je vous remets ça pour bien vous expliquer qu'en effet, là, ce qu'on fait hein, là-dedans, surtout sur la course au nombre et ici, c'est qu'on retravaille cette articulation et ce qu'on veut, c'est redonner du sens au nombre, d'accord, avec l'idée qu'en effet, les enfants qui souffrent en mathématiques n'ont pas construit ce sens du nombre correctement au fur et à mesure du développement. Et ben, je vais arrêter là parce que ça, c'est un peu long et que je vais vous mettre plus de 10 minutes, mais je vous remercie de votre attention. Je vais m'arrêter là. Bonjour, d'abord je voulais vous remercier pour la grande qualité des exposés auxquels j'ai assisté ce matin. Je le dis vraiment en insistant parce que c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, j'ai beaucoup appris. Vu qu'on est quand même ici aussi un peu dans un cadre de réforme de politique de l'enseignement, j'aimerais quand même faire une petite remarque. Jusqu'il y a encore finalement quelques années, au début de ma carrière, l'enseignant pratiquait l'éducation. J'utilise ce mot-là avec de gros guillemets, mais vous allez comprendre pourquoi je le choisis. Et là, on nous parle beaucoup de rééducation. C'est un peu pour ça que j'ai choisi le mot éducation. J'aurais voulu faire un petit parallèle avec la médecine. Un médecin généraliste, je le comparerais à un enseignant dans sa classe, pratique de l'éducation et de temps en temps rééduque modérément, travaille sur les bobos quotidiens, etc. Il se rendait bien compte parfois qu'il y avait des choses qui posaient souci mais qu'il était capable de gérer. Tout doucement, on a demandé à l'enseignant d'en faire de plus en plus. Et une des choses qu'on entend souvent à titre humoristique, mais c'est pas faux, c'est que tout doucement l'enseignant devient à la fois, en plus de sa propre discipline, il doit maîtriser la psychologie, maintenant il doit maîtriser la neurologie, bientôt il devrait être aussi logopède et ainsi de suite. Est-ce que, plutôt que d'en demander toujours de plus en plus à des enseignants, qui sont d'ailleurs de moins en moins sur le terrain, puisque la pénurie est dramatique, on ne ferait pas mieux d'entourer l'enseignant d'une série de spécialistes, comme le médecin généraliste peut faire lui-même appel à une série de spécialistes quand la simple éducation, avec un petit bout de rééducation, ne suffit pas? Alors, je vais répondre, puis après peut-être que d'autres personnes vont répondre. Alors, je me permets de ne pas du tout être d'accord avec vous, en fait. Déjà, quand vous dites rééducation, non, c'est vraiment pour moi de l'éducation, d'accord. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai dit remédiation, puis justement, j'ai eu peur d'employer un mot qui reflétait pas ce que je voulais dire. C'est vraiment intervention, apprentissage, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études sur les enfants dyscalculiques, mais en fait, quand on fait des enfants dyscalculiques, on n'en trouve pas beaucoup, et c'est des enfants qui ont des difficultés en mathématiques, d'accord. Donc non, c'est vraiment une question, je pense, d'éducation et non pas de rééducation. Si on reprend ce que je viens de vous expliquer ici, il y a des étapes de développement qui sont décrites. Il y a un moment donné où les codes doivent se greffer sur les autres. C'est à l'enseignant, je pense, justement, de faire en sorte que ça se passe bien pour tous les élèves, d'accord. Et les interventions là qu'on utilise, en l'occurrence, moi je travaille avec des enseignants à Lausanne et à Genève, et là c'est eux qui, dans les classes, en ce moment, sont en train de mettre en place ces apprentissages-là. Donc ils n'ont pas besoin, vous dites on a besoin d'être cognitiviste, etc. On ne vous demande pas d'être cognitiviste, neurologue, d'ailleurs moi-même je ne suis pas neurologue, d'accord, et pourtant je peux travailler là-dessus, mais effectivement, simplement utiliser des connaissances en sciences de l'éducation, en psychologie cognitive, pourquoi pas en neuroimagerie, même si je ne vois pas complètement l'application directe, dans les classes. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on doit mettre en place en interaction. Et en tout cas, moi, à chaque fois que je l'ai fait, les enseignants, ils sont ravis, ils sont hyper excités de savoir ce qui va donner le meilleur résultat. Et ils ne sont pas du tout dans la rééducation ou la médecine, hein, pas du tout. Ils sont dans leur classe et ils essayent de mettre en place des stratégies d'apprentissage qui sont les plus efficaces possibles. Bonjour. En fait, moi, j'ai deux questions. La première question, c'est que j'étais un peu frappé par le fait que vous avez présenté 4 hypothèses qui pourraient expliquer les déficiences en mathématiques chez certains élèves. Et vous avez fait l'hypothèse
que la personne, l'enseignant ou le chercheur devait choisir un petit peu quelle était l'hypothèse qu'il pensait qu'il fallait mettre en place. Et donc je me demandais pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a qu'une seule hypothèse, et où est-ce que je ne peux pas me dire, mais dans ma classe j'ai des élèves, peut-être que lui c'est un problème de greffe sur l'ANS, l'autre c'est sa représentation visuospatiale qui n'est pas au top, le dernier c'est sa mémoire de travail qui n'est pas génial. Et donc c'était un peu ça ma première question. Et la deuxième question... Excusez-moi, je peux répondre d'abord parce que sinon après je vais perdre le... Après vous me poserez votre deuxième question. Mais exactement, hein, c'est justement précisément ce que j'ai essayé de vous dire plusieurs fois. J'ai dit plusieurs fois, ces hypothèses-là, elles ne sont pas mutuellement exclusives. C'est possible qu'il y ait différents profils d'enfants aussi. En l'occurrence, sur la dyscalculie, on le sait ça, qu'il y a différents profils d'enfants. Et donc en effet, il faudra dans les classes avoir des stratégies adaptées en fonction de... J'aime pas bien dire ça, mais des profils des enfants pour simplifier. Et d'ailleurs, je pense que toutes ces hypothèses-là, si on arrivait à chercher 300 ans, 600 ans, on arriverait à justement les mettre toutes en articulation les unes avec les autres. Je pense en effet qu'elles ne sont pas du tout indépendantes les unes des autres. J'ai vraiment essayé de vous faire comprendre ça. Justement parce que l'individu est quelque chose d'un peu complexe, hein, et il n'y a pas une hypothèse qui va rendre compte de la réalité. En revanche, ça ne nous empêche pas d'adopter à un moment donné une hypothèse particulière pour voir si elle a un sens ou pas. Et puis l'abandonner, comme probablement ça sera le cas de l'ANS dans quelques années. Okay. Donc ce serait possible en tant qu'enseignant de dire cette année-ci, je pense que j'ai plutôt travaillé en fonction du profil de mes élèves sur, je sais pas moi, les interventions primaires que vous avez mentionnées. Ah mais l'année prochaine, comme mon profil change, je vais plutôt travailler sur la mémoire de travail. Ouais, non, c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup utiliser ce terme de profil. Il n'y a pas vraiment 12 000 profils différents dans une classe, hein, d'accord ? En général, on essaye quand même de s'adresser aux plus nombreux. Le système cognitif, on se ressemble beaucoup, vous et moi, hein, au niveau cognitif. Il n'y a pas vraiment des enfants qui vont profiter plus d'un type d'enseignement que d'autres. Après, on peut faire des adaptations, travailler sur différents points. Quand l'enfant dyscalculique, lui, il est très atypique, hein. Il y en a très peu, hein. Il y en a 1% peut-être de la population. Cet enfant-là, il est atypique et aura probablement besoin d'un type d'enseignement particulier. Mais sinon, l'idée, c'est quand même de toucher le maximum d'enfants avec justement l'apprentissage qui sera optimum. Et alors juste ma deuxième question en extrême vitesse apparemment. Vous avez parlé des interventions qui se faisaient au niveau du primaire. La question que j'ai, c'est que moi j'enseigne au niveau du secondaire et parfois les gamins, ils m'arrivent quand ils n'ont pas 5, 6, 7 ans, ils ont déjà 11, 12 ans mais beaucoup de retard. Est-ce que les interventions, c'est trop tard pour les faire ou est-ce qu'il faut les adapter et si oui, comment ? Alors, il faudra forcément les adapter parce que... si vous utilisez des logiciels tels que ceux-ci chez des enfants plus âgés, 11, 12 ans, 13 ans, ils vont penser que vous les prenez un peu pour ce qu'ils ne sont plus, d'accord ? Donc, vous allez devoir adapter probablement les dispositifs. Cependant, il est vrai que certains enfants, à 11, 12 ans, vont souffrir de problèmes tels que ceux-ci. Donc, voilà. Après, moi, je suis désolée, je travaille beaucoup moins sur ce groupe d'âge-là, donc j'ai moins idée. Mais par contre, effectivement, il y a des travaux là-dessus, sur des dispositifs qui sont un petit peu plus complexes, cependant. Oui, merci pour l'intérêt et les différentes hypothèses. Est-ce que, j'ai quand même une question, est-ce que dans les hypothèses, l'approche affective à la mathématique a été abordée par rapport à l'enfant ? Alors là, en ce moment, c'est un grand sujet, et donc on parle d'anxiété en mathématiques. Et justement, ce qui est intéressant, merci de votre question, il s'avère que les cognitivistes se sont emparés de ce débat-là. Et justement, on essaye de voir quelles conséquences l'anxiété en mathématiques, d'abord quand est-ce qu'elle se développe, pourquoi, quand, est-ce que cette anxiété mathématique, elle a des conséquences vraiment au niveau cognitif ? Et c'est le cas en fait, hein, d'accord ? Quand on est anxieux en mathématiques, on va effectivement avoir développer des phobies, etc., qui probablement vont prendre un peu d'espace en mémoire de travail notamment. Donc oui, ça c'est des problématiques extrêmement intéressantes et extrêmement étudiées en ce moment. Oui, voilà. Ouais, alors voilà, il n'y a pas que l'anxiété, il y a aussi l'approche globale affective, donc la perception affective par rapport à l'apprentissage de la mathématique. Bien sûr, monsieur, évidemment, bien entendu. Ça ne peut pas être pris en compte dans tous les modèles, parce que nous, notre boulot, c'est d'isoler, justement, hein, pour voir. Mais ensuite, on a bien conscience du fait que quand on va intégrer ça dans la classe, ça va être un tout petit peu plus complexe, notamment... moi, je parle d'anxiété en mathématiques parce que c'est étudié, mais vous avez raison, c'est plus global sur l'affectif. Alors, si vous êtes intéressé
intéressé par ces questions, hein, très brûlantes, très à la mode d'ailleurs, je peux vous renvoyer vers les travaux de mes collègues à l'université de Lille, du Psytech, qui parlent non seulement d'anxiété mathématique, mais aussi des liens avec les théories d'attachement, par exemple. Voilà. Donc, l'équipe, c'est le Psytech et Bruno Villette. On peut s'en parler tout à l'heure. Après, si je peux me permettre, on peut quand même étudier certains processus cognitifs en faisant fi de l'affectif. Hein. Moi, quand ça joue à 20 millisecondes dans mon laboratoire, l'affectif, il a peu de rôle à ce moment-là. Bonjour. Vous avez parlé du développement des compétences numériques, surtout chez les enfants qui ont des difficultés. Je me demandais pour les enfants qui seraient très forts en maths, en fait, si c'est la même chose simplement qui est mieux développée ou s'il y a d'autres choses qui interviennent. Alors, on pense probablement que c'est les mêmes choses qui sont mieux développées. En fait, les enfants qui sont très bons en mathématiques, les travaux que je connais, c'est toujours sur des enfants à haut potentiel. Donc on est quand même, à mon avis, sur des hypothèses qui sont plutôt de l'ordre secondaire plutôt que primaire. Ils n'auraient pas un sens particulièrement accru de l'appréhension des numérosités, mais ils auraient un système cognitif qui leur permettrait de traiter notamment très rapidement de l'information, et peut-être des capacités en mémoire de travail aussi plus développées. Donc on serait plutôt sur le secondaire que sur le primaire dans ce cas-là. Bonjour, d'abord merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais poser une question qui a trait à cette capacité que l'on développe à associer la magnitude d'un nombre à la suite de chiffres qui est la plus fréquemment utilisée pour le représenter. Et un peu plus tard, plutôt dans la transition arithmétique-algèbre, donc quand on commence à utiliser des lettres, il y a une difficulté didactique qui est fort documentée, c'est tout ce qui est lié au sens qu'on accorde au symbole d'égalité. Et c'est marrant qu'on parle de Bruno Villette du coup. Est-ce que tôt dans l'apprentissage de l'arithmétique, dans les activités qu'on mobilise pour essayer de renforcer cette incapacité ou ces problèmes liés à la représentation particulière des nombres, l'égalité joue déjà un rôle en tant que symbole? Ouais, alors c'est marrant que vous me posiez cette question parce que je lisais précisément un article là-dessus hier. Et là, pareil, c'est des débats qui sont théoriques et on doit se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des chercheurs qui vont penser qu'on doit travailler, ils appellent ça des concepts, et donc c'est vraiment le concept de l'égalité, très précocement. Je vous avoue que c'est plutôt la vieille école, ça. Donc du coup, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je ne l'ai pas testé, il faudrait le faire, mais l'idée, effectivement, est de savoir si est-ce que c'est concept en premier ou bien procédure en premier, en fait, l'idée. Est-ce qu'on doit, effectivement, avant de travailler la procédure, expliquer cette question d'égalité? Il y a aussi commutativité. Les enfants, ils ont beaucoup de difficultés avec ça. La réponse, en tout cas dans la littérature actuelle, c'est plutôt qu'il faut procédure en premier et concept en second. Mais je vous dis ça, il y a d'autres chercheurs qui vous diraient exactement l'inverse. Donc voilà, ça, vous voyez précisément ce genre de questions-là. Elles font objet de débats scientifiques et vous voyez les conséquences qu'elles peuvent avoir du point de vue des apprentissages. Alors, y a-t-il d'autres questions? On peut élargir aussi la discussion. On m'a laissé sous-entendre que les sandwichs n'étaient pas encore tout à fait prêts. Vous êtes beaucoup plus nombreux que ce que l'on pensait à la base, hein, donc on termine de faire les sandwichs. Non, blague à part, il nous reste quand même quelques minutes. Alors, si vous avez des questions aussi concernant la première présentation, je ne m'y soustrairai pas cette fois-ci. Hein. Donc, voilà, je vois une main levée. Le micro après. Bonjour, merci pour les présentations qui étaient très intéressantes. Je suis directrice du Fondamental et donc on est en plein dans les analyses pour le plan de pilotage. Je viens de refaire par exemple cette semaine... Fondamental, c'est primaire et maternelle. Je viens de refaire les évaluations externes de maths, donc je suis en plein dedans. J'ai des institutrices avec moi on est dans des écoles d'encadrement différencié. C'est pas drôle, c'est pas facile. Elles sont en recherche de moyens. Les meilleurs moyens seraient les moyens humains. Ça, c'est pas évident à obtenir. Donc, je me demandais s'il existerait quelque part une banque d'outils de diagnostic, donc pour pouvoir pointer précisément, comme vous avez expliqué tout à l'heure, d'où viennent les problèmes. Donc, avoir des petits tests très faciles, très rapides, très efficaces, pour pouvoir déceler où est le problème. Et évidemment, en parallèle,
est-ce qu'il existerait une banque d'outils, donc de petites applications, parce qu'on se tourne assez bien vers le numérique, puisqu'on manque de moyens humains, on se dit que les moyens numériques seraient un bon palliatif, ou en tout cas une aide précieuse. Et donc, vous avez montré tout à l'heure 2 applications que je ne connais pas, donc on va les voir. Mais est-ce qu'il existerait donc la banque qui correspondrait à l'analyse diagnostique pour pouvoir lancer les enfants sur des applications pour y remédier? Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, ben, évidemment, quand on parle d'enfants dyscalculiques ou d'enfants avec des difficultés en mathématiques, on les a évalués grâce à des tests. Alors les tests que je connais, malheureusement, celui que j'utilise, il s'appelle le TEDIMAT, il est payant, il est assez cher, c'est 500 €, et je crois qu'il faut être psychologue pour le faire passer. Cependant, il y a un nouveau test que j'utilise moins, mais qui est plus court aussi, et qui, à mon avis, répondrait bien aux attentes que vous avez, et qui s'appelle Examat. Et je pense que Examat, il est aussi payant, mais moins cher que le TEDIMAT. Et pourquoi il correspondrait vraiment à vos attentes, c'est qu'il y a différents sous-épreuves qui sont très très bien identifiées. Et donc justement, vous allez retrouver ici ces capacités non symboliques, les capacités de comptage, de dénombrement, etc. Et donc vous pouvez vraiment avoir un profil très précis des déficits de votre enfant. Ensuite, en ce qui concerne les outils numériques, je ne connais pas plus d'outils numériques que ce que je vous ai présenté là. Ah si, il y en a un autre, justement par Bruno Villette, décidément, qui s'appelle l'Estimator. Et celui-ci, c'est un chercheur qui l'a développé, donc j'aurais tendance à dire qu'on peut l'obtenir gratuitement. Voilà. Vous pouvez aussi l'utiliser. Et vous avez raison de dire que le numérique, c'est vraiment très très précieux. Parce que même si on a vu que ça marchait moins bien que lorsqu'il y avait un enseignant, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, vous avez aussi besoin de moyens humains. Cependant, on peut les utiliser. Et ça répond aussi à la question précédente, c'est-à-dire que quand les enfants travaillent sur tablette comme ça, on peut les faire travailler avec des groupes de niveaux différents. Donc ensuite, ils arrivent, et c'est pareil dans les 2 outils, attrape-nombre et la course au nombre, que je vous ai présentés. Votre enfant, il va arriver, et il y a un niveau en fait qui est atteint, et il va pouvoir avancer, peut-être pas au même rythme que son camarade. Et pour vous, je pense que c'est d'autant plus important dans des classes où justement les profils sont encore plus variés que dans des classes de tout venant. Donc voilà ce que j'ai en tête. Oui, alors, pour faire le parallèle, et parce que vous allez être très nombreux, à mon avis, à nous demander à la pause le nom et puis les coordonnées exactes, en tout cas de ces outils, le tout sera repris sur notre page internet. Donc, de toute façon, on a vos adresses courriel et nous enverrons un courriel avec toutes les présentations des intervenants, les vidéos aussi, une fois qu'elles auront été tournées, enfin, en tout cas mises en forme, on va dire, et puis aussi avec d'autres outils que des chercheurs tels que effectivement Bruno Villette ont développé et mettent gratuitement à disposition de chacun. Voilà. Bonjour. Moi, j'aurais bien voulu investiguer la place du corps, parce que vous avez parlé que vous étiez gauchère et donc dans la visualisation de l'espace. Donc moi, je suis plutôt lié à l'éducation physique et à la psychomotricité. Est-ce que des études montrent les liens entre justement l'apprentissage par corps et l'apprentissage intellectuel? C'est aussi un domaine très très riche de la psychologie cognitive. C'est le domaine on appelle ça embodied cognition. Et je vous ai dit, je travaille beaucoup sur le comptage sur les doigts. Et c'est précisément l'idée qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un outil qui est utilisé dans une étape développementale précise. C'est quelque chose qui va être intégré en fait à la cognition. Et notamment, on montre, il y a des effets super marrants. Lorsque vous allez attraper un dé, si c'est 6 dessus versus 3, vous allez au début avoir une largeur de prise qui va être plus grande pour le 6 que pour le 3. Donc vous voyez en effet à quel point il y a une correspondance entre les acquisitions comme ça, sensorimotrices, et la cognition. Donc oui, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Oui. Alors vous ne pouvez pas vraiment le tester chez vous parce que justement c'est aussi pareil, on enregistre vraiment les muscles, etc. Donc c'est subtil, c'est pas observable, mais on sait aussi que si on fait des stimulations sur le cortex moteur, les adultes ne peuvent plus faire d'addition. Donc vous voyez à quel point il y a cette connexion entre le moteur et la cognition. C'est fascinant ce domaine-là. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais répondre à Madame la directrice du Fondamental. Je suis directrice dans un centre PMS et notre job, c'est quand même d'être les spécialistes, entre guillemets, en première ligne
pour faire ce travail de dépistage avec les enfants, avec les familles, avec les enseignants. Et je ne pense pas que ça soit réellement la place de l'enseignant de faire passer des tests à des enfants. La place de l'enseignant est donc effectivement l'éducation au niveau mathématique, l'éducation au niveau du langage, etc. Je sais très très bien, travaillant aussi dans des écoles en encadrement différencié, que ce n'est pas facile effectivement de travailler avec ces enfants-là, mais vous pouvez toujours faire appel, et je pense que monsieur tout à l'heure aussi demandait à qui on peut faire appel. Nous avons des collègues dans toutes les écoles. N'hésitez surtout pas à faire appel à ces collègues. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la place de l'enseignant, c'est d'être un enseignant et d'être à l'éducation des enfants. Et les spécialistes, ce sont effectivement les logopèdes et les psychologues qui peuvent en tout cas vous aider et avancer avec vos enfants. Autre question, autre intervention? C'est bon pour l'instant? Oui. Voici. Bonjour madame. C'est une toute petite question, une réflexion que je me suis faite quand vous avez parlé de la taille du nombre par rapport à sa quantité. Et donc je me demandais si c'était aussi pour ça que les enfants avaient du mal à concevoir qu'un demi était plus grand qu'un quart. Alors, c'est pas la même chose, parce que ça, ouais, c'est les travaux sur plutôt les fractions et les nombres décimaux. Non, parce que c'est pas vraiment un problème de magnitude, là. C'est vraiment un problème de compréhension du système positionnel. Donc, on est plutôt vraiment au niveau du symbolique lui-même, plutôt qu'au niveau de la magnitude.